Bonjour, bienvenue dans la première vidéo. Normalement, c'était prévu que les vidéos commencent le lundi, mais il y a eu de petits problèmes de upload, connexion, courant est par-ci, par-là et tout. Alors, je m'étais décidé carrément de refaire pour débuter le mercredi, afin de permettre à ce que l'extension puisse être un peu plus vaste et puis ajouter d'autres éléments. Alors aujourd'hui, c'est sur la formation Java de la communauté ADIC, donc Africa Development and IT Community. Et la formation Java sur laquelle nous sommes en train de passer se refaire parce que c'est réparti en niveaux. Et là, nous sommes sur les bases. Alors, sur les bases, aujourd'hui, parmi les notions à voir, nous allons passer rapidement sur NetBeans. Bon, pour voir quelques éléments, quelques détails de NetBeans. Et puis, on va faire l'étude sur le package, l'étude sur les classes, les variables, les méthodes, les constructeurs, l'encapsulation, le mot-clé statique, méthode man, classe système, classe scanner, et puis deux exercices à faire. Je serai un peu rapide, bon, parce que je veux des explications un peu plus simples à comprendre. Et je crois que toutes les vidéos vont se faire accompagner de petits liens sur des documents PDF. Je peux le mettre sur la description de la vidéo, tout comme je peux la partager au niveau de groupe WhatsApp. Vous aurez, je crois que je peux carrément ajouter aussi mon numéro. Ça permettrait au cas besoin. Donc vous avez 243 81 311 08 64. Voilà, c'est mon contact au WhatsApp. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp en cas de besoin. Alors, je disais, en fait, au niveau de ce que l'on peut avoir comme système ou comme paramètres et tout, je vais être un peu plus bref, donc je ne serai pas très long. Alors, je disais, commençons par NetBeans. Je pense que on a, pour ceux qui suivent cette vidéo, vous avez préalablement suivi des vidéos d'introduction parce que je crois que ça, c'est pas le 000. Parce que pour travailler avec Java, il faudrait préalablement installer le, il faudrait préalablement installer le JDK, le Java Development Kit, qui lui va intégrer le JVM, tous les éléments et tout, bref, toutes ces théories. Et une fois installé le JDK, vous allez maintenant installer NetBeans, qui est notre IDE que l'on va utiliser pour faire le développement. Alors, je précise que NetBeans ne fait pas que du Java, il peut faire autre chose. Alors, je vais zoomer pour montrer. Alors, la première des choses, pendant cette formation, on va étudier NetBeans un peu plus en profondeur. Mais pour l'instant, on va s'atteler. J'ai un petit problème avec ma souris. Donc, pour l'instant, on va s'atteler à une chose, c'est les bases. Donc, ça veut dire créer un projet. Et au fur et à mesure, on va maîtriser et comprendre NetBeans au fur et à mesure que nous évoluons. Donc, on est là. On aura le temps de bien voir, de bien comprendre comment est-ce que NetBeans fonctionne. Alors, la première des choses, NetBeans est constitué des menus. Donc, vous allez, entre autres, remarquer que on a le menu File, menu Édition, ainsi de suite. Et puis, vous avez quelques outils. Je vais fermer ça. Quelques outils euh, utilitaires qui peuvent être disponibles, la barre d'outils, qui vous donne aussi accès à certains outils que vous allez utiliser au niveau de, de votre développement sur NetBeans. Alors, la première des choses, New Project, vous allez remarquer que dans le concept de New Project, vous avez de l'autre côté, vous avez le raccourci clavier à utiliser. Donc, CTRL plus Maj plus N. Vous pouvez faire ça pour créer le projet. Tout comme vous remarquez qu'il y a une icône à gauche, ok? Si vous revenez dans la barre d'outils, vous allez remarquer que vous avez aussi cette icône-là. Donc, on peut créer un projet directement en cliquant ici, tout comme on peut venir dans le menu File,
New Project, tout comme on peut faire CTRL+N pour créer un nouveau projet. Alors, je vais cliquer sur l'icône. Alors, NetBeans, comme je l'ai dit au départ, ne fait pas que de projets Java. Donc, il permet de faire par exemple le développement en C++, en C, en PHP. Bref, vous avez les catégories de développement possibles sur NetBeans qui vont s'afficher à gauche. Bien sûr, cela va dépendre de la version que vous avez installée et tout le paramètre. Vous n'aurez pas forcément peut-être la même catégorie que moi si vous n'avez pas la même version que moi, parce que le NetBeans que j'utilise, c'est le NetBeans 8.2. Donc voilà quoi. Si vous avez cette version, je pense que vous devriez, bien sûr, si vous avez aussi coché ces catégories pendant l'installation, vous devriez avoir toutes ces catégories. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la catégorie Java, car c'est la catégorie consacrée à notre formation. Une fois choisi la catégorie Java, à droite, on va définir le type de projet. Alors, vous avez le Java Application, Java Class Library, Java Project with Existing Source, Java Freeform Project. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Java Application. Donc, on va cliquer sur Java Application et nous allons venir faire Next. Alors, dans cette fenêtre, on doit définir en fait, premièrement, le Project Name. Donc, quel est le nom du projet? Dans notre cas, c'est je vais prendre le premier projet qu'on devrait faire en exercice, donc calcul H. Donc le premier projet que l'on va faire ici, c'est calcul H. Alors, il est recommandé, bon, c'est juste une recommandation aussi à ce stade, que le nom du projet, c'est pas vraiment intéressant de mettre des espaces. Moi, personnellement, je n'apprécie pas. Et dans la plupart, ici, ce n'est pas une obligation, mais dans certains cas que nous allons voir, vous allez remarquer que l'esprit d'un développeur doit exclure les espaces et les caractères spéciaux dans le nom, même le nom de votre utilisateur, de la machine et tout. C'est très important. Ça vous évite des petits problèmes qui peuvent survenir à cause de ces espaces-là qui peuvent être mal comprises par le compilateur, ainsi de suite. Alors donc, soit vous séparez chaque mot en mettant la première lettre en majuscule, soit vous pouvez simplement le séparer par de tirets, donc calcul H, tout comme vous pouvez aussi mettre de sous-traits pour séparer. Alors moi je vais séparer avec le tiret, donc calcul H. C'est le nom de notre projet. Et ici, vous avez le projet location. C'est là où vous allez définir l'emplacement de votre projet. Moi, je l'ai mis dans le dossier ADIC formation les bases. Et puis, les create main class, on va le décocher parce qu'on va le créer manuellement. Bon, lorsque vous aurez compris manuellement ce que c'est une main class, une méthode main, vous allez, si vous le souhaitez à l'avenir, cocher pour que lui vous le crée automatiquement. C'est ce que ça veut simplement dire. Si vous le laissez cocher, ça veut dire que dans la création de votre projet, vous aurez automatiquement une méthode main qui va être créée. Et cette classe où on aura la méthode main sera la classe calcul H comme vous le voyez ici. Alors, après, si dans votre cas, généralement, vous aurez des use dedicated folder for storing qui sera décoché, je vous conseille de le cocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez créer votre projet, vous allez devoir utiliser de librairies externes. Alors, si vous ne cochez pas cela, les librairies, les chemins resteraient de rester un peu absolus. Ça voudrait simplement dire lorsque vous déplacez votre projet dans une autre machine, le projet ne va pas correctement fonctionner parce que certaines dépendances resteront dans la machine où vous étiez. Alors pour éviter ça, on va le demander en fait de créer un dossier libre dans votre projet dans lequel il va conserver toutes les librairies externes que vous allez utiliser. Ce qui va permettre à ce que lorsque vous allez déplacer vos différents projets, vous aurez à le déplacer avec toutes ces dépendances, avec toutes ces librairies. Voilà. Après, nous allons faire Finish. Donc, je vais fermer là. J'ai déjà le projet Calcul Âge qui est créé ici au niveau de la palette Project. OK? Alors, maintenant,
Maintenant qu'on a notre projet, le principe, minute. Maintenant qu'on a notre projet, le principe ici, vous allez remarquer qu'il y a un plus à côté. Je fais une pause. Comme j'étais en train de dire, donc on a créé le nouveau projet. Vous allez remarquer qu'ici, il y a plus. Donc ça veut dire que on a plus d'éléments. Alors ici, l'organisation du projet se fait. Vous avez ici la partie librairie. C'est là où vous allez gérer toutes les librairies externes. Et par défaut, c'est le JDK, comme je l'avais dit, Java Development Kit. Et puis vous avez le source package. Le source package, c'est en fait la partie où nous allons gérer l'organisation de notre projet. Voilà, en ce qui concerne les bases NetBeans, pour aujourd'hui, c'est OK. Maintenant, c'est quoi un package? Un package, en fait, c'est un dossier, tout simplement. Si j'ouvre le dossier où j'ai dû mettre le projet ADIC, calcul âge, vous avez le SRC qui représente le source package. Si je fais clic droit et que je crée un nouveau dossier à l'intérieur, vous allez remarquer que lorsque je rentre dans le projet, vous avez un package qui s'appelle nouveau dossier. Donc, ce qu'on appelle dans le système d'exploitation Windows dossier, dans le jargon Java, on l'appelle package. Ça permet juste d'organiser votre projet. Donc, de l'organiser en plusieurs dossiers. Mais il y a quand même une particularité dans le concept de package au niveau de Java. C'est que la manière de nommer le package est différente, par exemple, de nommer un dossier tout simplement. Il est recommandé parce que si par exemple je veux créer un package, je peux appeler ça base. Je viens, je vais supprimer ça. Je viens, je fais clic droit, New Java Package. Je donne un nom, j'ai dit base. Le nom du package doit toujours être totalement en minuscule. Une recommandation. Alors, la difficulté que j'aurai, c'est que si je me trouve en train d'utiliser une librairie dans lequel eux aussi ils ont un package base avec un fichier par exemple agent et que moi aussi j'ai un fichier agent, j'aurai un conflit. Parce que lorsqu'on va exécuter le projet, quel est l'agent qui va être utilisé? L'agent de la librairie ou l'agent de la classe? Comme ils ont tous le même package, ça va poser un problème. Alors pour résoudre cela, on a mis quelques normes de nomenclature. Vous en aurez un peu plus dans les documents à partager sur Google, faites des recherches dessus. En fait, ces normes permettent juste de pouvoir régulariser, en fait, donner une structure au nom afin de réduire les possibilités de conflit. Ainsi, moi généralement, qu'est-ce que je fais? Je vais, pour créer un package, je vais les subdivisionner en plusieurs parties. J'ai besoin de créer un package image, un package base. Je vais séparer chaque partie par 2 points. Et c'est comme ça que l'on fait. Je commence par le domaine. Ça peut être com, net, org, ça dépend du projet. J'aime bien beaucoup plus utiliser le CD. Donc, CD, point, je mets le nom soit de la société sous laquelle je fais la sous-traitance, soit de moi-même. Donc, je peux mettre, généralement dans le développement, j'utilise packadev. Donc, cd.packadev, point, par exemple, le projet s'appelle calcul h, donc calcul h, point, base. OK. Ce qui veut dire qu'il y a peu de possibilités que je me retrouve avec un package
de cette structure-là. Parce que, premièrement, j'ai mis un domaine, j'ai mis mon nom ou le nom de la société, j'ai mis le nom du projet. Parce que je peux aussi avoir plusieurs projets qui auront de package base. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que l'on nomme le package. Si vous avez des questions, vous aurez à le poser. Mais de manière simple, le package, c'est tout simplement un dossier. Donc, la partie package, je l'ai expliqué, c'est OK. Maintenant, nous avons la classe. La classe, en fait, les projets, ce qui est essentiel à retenir, je vais mettre encore une petite pause. Ce qui est important à retenir, c'est que, en fait, au niveau de Java, les développements se fait dans deux classes, de manière plus simple. C'est ce que je peux dire. Donc, quand vous travaillez sur Java, pour faire le code, vous devez le faire dans deux classes. Bien sûr, dans les niveaux avancés, on verra plus de choses, mais de manière basique, les classes nous permettent de faire le développement en Java. Alors, pour autant, on doit créer deux classes dans deux packages. OK? Alors, je vais faire clic droit sur le package base, New Java Class, tout simplement. Vous donnez le nom de votre classe. Parmi le principe dans le nom de la classe, le nom de la classe n'a pas d'espace, comme je l'avais dit au départ. Il ne faudrait pas y mettre d'espace dans le nom de votre classe. Le nom de la classe, avec d'autres structures qu'on va créer, doit toujours commencer par la lettre majuscule. OK? Par la lettre majuscule. Donc, je vais créer par exemple la classe calcul âge aussi. On peut généralement le même principe, soit on sépare par sous-trait si vous le voulez, ou tiret, ou soit vous faites la première lettre de chaque mot en majuscule. Moi, je préfère en termes de classe mettre chaque première lettre de mot en majuscule quand il s'agit de mots composés. OK? Alors, donc, vous allez juste donner le nom et cliquer sur Finish, c'est tout. Votre classe est créée. Voilà, c'est ça une classe. Une classe va être composée, on a le nom de notre classe, le mot-clé classe qui permet de définir que c'est une classe publique que je vais expliquer après. Et puis vous avez l'accolade qui définit le corps de la classe, ça veut dire les débuts et la fin. On ne programme pas après l'accolade, on ne programme pas non plus avant. La programmation se fait à l'intérieur de sa accolade. Donc, autant notre projet sera grand, autant on aura de lignes de code, mais à l'intérieur de ces accolades. Alors, vous allez remarquer que, bon, package, ça c'est la déclaration pour définir que la classe se trouve dans le package packadef calcul hbase, ok? Et puis, vous avez ce qu'on appelle des commentaires. En développement, dans tous les langages, on a ce qu'on appelle les commentaires. Les commentaires vous permettent en fait de définir de description, de petits commentaires comme c'est dit dans votre code afin de permettre à d'autres personnes de le comprendre ou à vous-même de comprendre certaines choses que vous êtes en train de faire. Alors pour autant, on a trois types de commentaires en Java. On a ce qu'on appelle des commentaires inline, ça veut dire le commentaire qui se définit sur une même ligne. Et ces commentaires se font avec deux slash. Donc si je mets deux slash, tout le terme que je mettrai après seront de commentaires. Mais si je descends sur la ligne suivante, en ce moment-là, ça devient une erreur. Parce que lui ne couvre que la même ligne pour définir le commentaire. Lorsqu'on veut définir des commentaires sur plusieurs lignes, on met slash astérisque, ok? Et on ferme par astérisque slash. À l'intervalle, c'est à l'intérieur que nous allons définir la liste ou la ligne de commentaires. Ok? Et vous avez le troisième type de commentaire qui est le commentaire Javadoc. Vous pourrez vous documenter là-dessus. Les Javadoc, lui, qu'est-ce qu'on fait? On met slash, deux astérisques et puis astérisque slash. Vous allez remarquer qu'avec Javadoc, chaque ligne est structurée des astérisques. Tandis qu'avec le multiline, on avait juste l'astérisque ici et juste l'astérisque au fond.
Voilà un peu comment est-ce que fonctionne le concept des commentaires. Ok? Vous aurez à vous enrichir là-dessus. Mais moi, je vous ai permis, lorsque vous créez la classe, vous allez vous poser la question, quels sont ces textes-là? Vous comprenez déjà que c'est ce qu'on appelle des commentaires. Voilà. Donc, la partie classe est expliquée. Ok, on sait comment créer une classe sous NetBeans et qu'est-ce qui est composé, qu'est-ce qui compose par défaut la classe que nous créons. Donc, ce sont des commentaires que l'on peut aussi nous ajouter. Après, nous avons les variables. J'étais en train d'expliquer sur les variables. En fait, le micro avait coupé, donc je pense que on est toujours sur la même ligne. Je disais, je pense que vous avez vu visuellement certaines démarches que j'ai fait, mais certes, il n'y avait pas de son. Je disais ceci. Les variables, on a deux types de variables en Java. Vous avez des variables primitives, il n'y en a que 8. Donc il y a le int, il y a le byte, le short, le int, le long, le float, le double, le char et le boolean. Et il est important de le retenir parce qu'il n'y en a que quelques-unes. Alors je disais, comment créer une variable en Java? La déclaration d'une variable primitive, c'est juste le type de la variable, espace, le nom de la variable, point virgule. On peut aussi, tout en créant la variable, affecter une valeur. Donc, on fait type de la variable qui est byte, le nom qu'on attribue, égale la valeur qu'on donne. Donc, ça veut dire qu'on a donné par défaut 10 à la variable var2. Ok? Donc voilà, donc je peux recommencer avec le type. Donc on a le byte, on a le short, je peux appeler ça var3, on a le int var4, on a le long var5, on a le float var6, on a le double var7 ici, on a le char var8, on a le boolean. Voilà, le nom des variables ne doivent pas non plus avoir d'espace et ils doivent toujours commencer en minuscule. Très important. Bon, c'est pas une erreur si ça commençait en majuscule, mais c'est pas beau à voir. Voilà, donc vous avez là que 8 types de variables primitives. C'est simple à retenir. Ok? Alors maintenant, la deuxième étape, comme on l'a dit, c'est celui des méthodes. Parce que les variables, c'est bon. Comment créer des méthodes en Java? Et pourquoi les méthodes? Parce que, comme je l'ai dit, en Java, le développement ne se fait pas dans la classe. On ne développe pas dans la classe. Le développement se fait dans une méthode. Et on a deux types de méthodes. On a la méthode void, donc type void. Je vais appeler ça méthode 1, par exemple. On ouvre la parenthèse, accolade, qui définit en fait le corps de la méthode. Ça veut dire que ça, c'est les débuts et la fin de la méthode, c'est à l'intérieur que l'on va programmer. C'est le nom de la méthode et ça, c'est le nom de... ça, c'est la parenthèse pour le paramètre possible pour la méthode. Ça veut dire que cette méthode n'a pas de paramètres. On peut créer une méthode avec de paramètres. Je peux dire void méthode de int var. Donc ça veut dire que j'ai créé une méthode 2 avec un paramètre
à l'intérieur. Et si j'ai plusieurs paramètres, je peux le séparer par deux virgules. Int var 2. Donc, autant de paramètres on a, autant on va séparer virgule, 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 virgule. Alors, comment fonctionnent les méthodes en fait? Lorsque l'on va utiliser, parce que la programmation, on va le faire dans les méthodes. Maintenant, lorsqu'on va devoir utiliser notre application, à chaque commande que l'on va cliquer, on va en fait faire appel à deux méthodes. Je peux par exemple faire appel méthode lecture, dans lequel on va faire la lecture de nos méthodes. Ok. Si je veux utiliser la méthode 1, j'ai juste à faire méthode 1, point virgule. Automatiquement, il va exécuter tout le code que j'aurai développé dans méthode 1. Si je vais utiliser méthode 2, donc je vais faire méthode 2, méthode 2, mais en ce moment, il sera important que je définisse les valeurs correspondant au type défini. Lorsqu'on appelle une méthode qui n'a pas de paramètres, on ne met rien dans la parenthèse parce que la méthode elle-même ne demande rien. Mais lorsque vous avez une méthode qui demande des paramètres, vous êtes obligé de mettre des valeurs correspondant à ce type de paramètres. Comme là, c'est une variable int, je veux mettre une valeur entière. Si c'était une variable booléenne, en mettant l'entier, ça poserait une erreur parce que le type attendu, ce n'est pas un chiffre, mais c'est un booléen. En ce moment, si je mets le booléen, il n'y a pas de problème, c'est pas une erreur. Voilà. Tandis que la méthode, ou en d'autres termes, la fonction, elle est de type d'une variable. Ça veut dire qu'elle peut être, comme on a dit, il y a deux types de variables, primitives ou objets. Donc, une fonction peut être des types primitifs ou de type objet. Ok? Alors, pour autant, la particularité qu'aura la méthode, la fonction, c'est que la fonction doit toujours se terminer par une instruction retourne espace la valeur correspondant au type défini de la méthode. Je m'explique. Ça veut dire, si j'ai int méthode 3, ok, ça voudrait dire qu'à la fin, je dois ajouter l'instruction retourne. Je mets par exemple 50. J'ai mis 50 pourquoi? Parce que 50, c'est la valeur correspondant au type int. Ok? Tout comme je peux aussi mettre une variable int dans le sens où je peux mettre var4 aussi. Donc l'objectif c'est quoi? C'est que j'ai une méthode que j'ai définie de type int. Donc je dois à la fin retourner une valeur int. Ça peut être un chiffre directement, tout comme ça peut être une variable de type int. Voilà la différence qu'il y a entre la méthode void et la méthode fonction. Et je crois que pendant notre exercice, on va pratiquement voir comment cela fonctionne. Donc, côté méthode, c'est OK. Maintenant, c'est quoi un constructeur? Le constructeur, c'est une méthode qui n'a pas de type et qui porte le même nom que la classe. Ça veut dire que notre classe s'appelle calcul h. Si on veut mettre un constructeur, on va tout simplement faire calcul h et c'est tout. Calcul h et c'est tout. C'est ça ce qu'on appelle un constructeur. Alors, à quoi sert un constructeur? En fait, un constructeur permet d'initialiser les variables ou les composants d'une classe. Parce que je l'ai dit qu'il y avait deux types de variables. Les variables primitives, il n'y en a que 8. Mais les variables objets, ce sont des variables de type d'une classe. Ça veut dire que, en fait, on va créer une classe dans laquelle on va créer un objet. Et l'objet va nous donner accès aux éléments de la classe. Je vais m'expliquer. Comment créer une variable objet? On va juste mettre le nom de la classe. Donc ici, on crée un objet de la classe calcul h, que je vais appeler par exemple h, égale new, qui est l'opérateur qui permet d'instancier ou d'initialiser un nouveau objet, et on appelle le constructeur. Comme je l'ai dit, l'appel d'une méthode consiste juste à appeler le nom de la méthode, parenthèse, point virgule.
Donc ici, on a mis le nom de la classe, âge égale new constructeur. OK? Et c'est le constructeur qui va donner, comme ici, on n'a pas mis de valeurs, il va attribuer à ces variables des valeurs par défaut. Ça veut dire 0, 0, 0, 0, false. OK? Donc, il attribue des valeurs par défaut aux variables non initialisées. Tout comme on peut aussi créer un constructeur avec paramètres afin d'initialiser explicitement des valeurs pour certaines variables. Je peux par exemple dire int var, ok, var 4 égale var. Donc ça veut dire que à l'instanciation de l'objet âge, la variable var4 va avoir la valeur qu'on va passer au constructeur. C'est ainsi que vous avez le rouge. Pourquoi? Parce que on a maintenant un constructeur qui demande une valeur. Ok? Donc en ce moment, je dois mettre par exemple 50. Je vais mettre par exemple 50. Ça veut tout simplement dire que la variable var4 aura à l'initialisation de l'objet âge la valeur 50. Maintenant, c'est quoi la différence entre une variable primitive et une variable objet? Une variable primitive, en fait, conserve des valeurs. Ça veut dire var1 a comme valeur, bon, je dis par exemple var2. Var2 correspond à 10. Donc, c'est la valeur que contient cette variable-là. OK? Si je mets point, vous allez remarquer que j'aurai aucune ressource. Parce qu'en fait, elle ne donne pas accès à quelque chose, mais elle donne accès aux valeurs. Elle conserve des valeurs. L'objectif d'une variable primitive, c'est ça. Conserver des valeurs qui peuvent être utilisées. Au lieu de pouvoir tout le temps écrire 10, je passe 10 à la variable var2. Ainsi, si j'ai besoin de 10, je vais juste faire var2. Donc, var2, je vais l'utiliser pour recevoir la valeur que j'ai placée à l'intérieur. Tandis que la variable objet donne accès aux ressources de la classe. Ça veut dire qu'en créant une variable objet âge de type calcul âge, qui est la classe, j'ai accès à toutes les ressources de la classe calcul âge à travers l'objet âge. Donc si je fais âge, point, vous allez remarquer que j'ai toute une liste des éléments de ressources disponibles. J'ai var1, var2, var3, var4, toutes les variables que j'ai dû créer au niveau de ma classe. C'est ça la différence. La variable primitive conserve des données, la variable objet donne accès aux données. Voilà. Après, donc côté constructeur, c'est OK. Maintenant, c'est quoi l'encapsulation? En réalité, l'encapsulation, aujourd'hui, j'en donne des bases. Vous allez en avoir des éléments un peu plus étendus. Mais l'encapsulation vient intervenir beaucoup plus au concept de variable objet. Pourquoi des variables objets? Parce que je l'ai dit, les variables objets donnent accès aux ressources d'une classe. Ainsi, on définit les encapsulations pour dire à quel niveau les classes doivent avoir accès aux ressources. Les objets doivent avoir accès à certaines ressources. Et on a 4 types d'encapsulation et 3 mots-clés pour en définir. On a le private, le public, le protected. Et lorsque l'on ne met pas un mot-clé, on est en mode package friendly. Ça veut dire ici, l'encapsulation de la classe calcul âge est publique parce que vous avez le mot-clé public. Tandis que byte var1 est déclaré en package friendly parce que je n'ai mis aucun mot-clé qui permet de définir l'encapsulation. Tandis si je veux, maintenant on va voir quel est l'impact de l'encapsulation à un certain niveau basique et puis on verra avec le temps le niveau avancé de ce concept-là. Maintenant, vous avez ici, je vais garder calcul âge, je vais créer une deuxième classe. Je vais d'abord créer un deuxième package dans Java Package. Je vais appeler ça base 2.
base 2. Donc, j'ai base 1, bon, base et puis base 2. Je peux le renommer. Je fais clic droit, refactor, rename. Donc, je dis base 1. Base 1, ok? La base, bref, je sais pas. Alors, j'ai ici une classe. Je vais créer une classe ici que je vais appeler test. Alors, regardez comment est-ce que l'encapsulation fonctionne. Je vais créer aussi une classe ici que je vais appeler, je sais pas, shad. Voilà. Alors, calcul âge. Calcul âge a des variables. On va voir comment est-ce que ces variables vont se présenter. Je vais créer une variable private. Je vais mettre ça private. Ça, je vais mettre ça public. Ça, je vais mettre ça protected. Et les restes, je laisse en package friendly. Ça veut dire que une variable qu'on a déclarée private, son accès reste privé. Ça veut dire que ça restera disponible seulement ici. Ça veut dire si j'ai créé, je vais créer une variable, une méthode void pour faire appel à notre, pour créer notre objet parce que comme je le dis, les variables objets donnent accès aux ressources. Donc, on va créer une variable objet afin de voir comment est-ce qu'on a accès aux ressources de notre projet. Alors, donc, on fait calcul âge. Âge égale new calcul âge. Le principe du constructeur, toute classe Java a un constructeur. De même, quand vous en déclarez pas explicitement, implicitement, vous avez déjà un constructeur qui est disponible pour la classe. Donc, en ayant âge ici, vous allez remarquer que j'ai accès à tout. J'ai accès à var1, var2. Pourtant, var1 est private. var1 private, ça veut simplement dire qu'il est disponible seulement si je l'appelle dans la même classe. Tandis que si je viens au niveau de shad, de la classe shad, je crée une méthode pour créer l'objet calcul âge. Donc, je vais faire private void lecture. Ici, si je viens, je crée l'objet calcul âge. Âge égale new calcul âge point virgule. En fait, vous allez remarquer une chose, c'est que quand je fais maintenant âge, vous allez voir que j'ai pas accès à var1. var1 n'est pas visible lorsque je crée un objet depuis une autre classe. Mais lorsque je le crée depuis la même classe, vous allez remarquer que var1, depuis la même classe, ici, var1 est disponible. Parce que je suis dans la classe où elle est déclarée, parce que c'est privé. Mais lorsque je viens ici, var1 n'est pas disponible. C'est ça la limite, l'encapsulation. Ça permet de définir en fait les limites d'accès. Ça veut dire que c'est vrai, on va créer des objets pour accéder aux ressources de la classe, mais je ne veux pas que telle ressource soit disponible. Telle ressource peut être disponible à tout le monde. Telle ressource doit être disponible à telle catégorie. Donc, vous aurez un document pour voir les différentes limites de l'encapsulation. Mais c'est ça l'encapsulation simple. Donc, public, c'est disponible partout. Private, c'est disponible seulement dans la classe. Protected, c'est disponible par rapport aux héritages et dans le même package. Je vais l'expliquer. Et puis, vous avez le package friendly, c'est disponible seulement dans le même package. Ça veut dire les éléments qui sont déclarés en package friendly, tels que le int var4. Quand je viens sur shad, int var4 est disponible. Pourquoi?
parce qu'ils se retrouvent tous dans le même package. Mais si je viens dans un autre package tel que test qui se trouve dans le package base 2, je vais créer une méthode pour créer l'objet. Void lecture. Donc, si je fais calcul âge égale new calcul âge, je vais importer. Puisque c'est dans un autre package, il faut l'importer. Donc, je clique là, add import. OK. Donc là, j'utilise l'instruction import. Donc, j'importe cette classe parce qu'elle se retrouve dans un autre package que ce même package. Mais quand j'étais sur chat, j'avais pas besoin d'importer parce que eux tous sont dans le même package. C'est ça le principe de l'encapsulation, package. Bon, bref, c'est des éléments qu'il faut comprendre et bien maîtriser. Tandis qu'ici, quand je viens faire hash, vous allez remarquer, je n'ai accès qu'aux ressources var 2 qui est lui est public. Tout ce qui est privé, tout ce qui est protected, tout ce qui est package friendly, je n'ai pas accès à ça parce que je me retrouve dans un autre package. Voilà un peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire. Si vous trouvez qu'il y a un point qui n'a pas été clairement expliqué, je peux ajouter encore plus d'explications. Donc, vous avez déjà vu l'encapsulation, vous avez vu la variable objet. Maintenant, c'est que l'on peut retenir une chose ici, c'est que pour qu'on ait accès aux ressources d'une classe, on est obligé, si vous le remarquez, de créer d'abord un objet. Et c'est à travers l'objet que vous pouvez maintenant accéder à la variable ou à l'élément. Il est possible de demander à Java de vous donner accès directement depuis la classe. En ce moment, à votre déclaration, vous devez ajouter le mot-clé statique. Ça veut dire que si je veux, par exemple, que l'objet var5, la variable var5, puisse être disponible partout, alors il est important que qu'il puisse être disponible directement depuis la classe sans créer un objet. Je vais juste ajouter le mot-clé statique. OK? En ajoutant le mot-clé statique, si je viens sur chat, j'aurai pas besoin de créer un objet pour accéder à cette variable-là. Je peux tout simplement faire calcul âge. Donc, j'appelle directement la classe, je mets point et j'ai accès à la variable. C'est à ça que sert le mot-clé statique, c'est-à-dire donner accès aux ressources directement depuis la classe sans passer par la création d'un objet. OK? Voilà. Alors, on a le mot-clé statique. Maintenant, il y a un point très important, c'est la méthode main. La méthode main, en fait, permet à une classe, parce que si vous allez remarquer, tout est développé dans une classe. Tout ce que nous faisons, c'est dans une classe que nous la développons. Bon, je vais d'abord supprimer les petites erreurs ici. OK? On a tout dans une classe ici. Voilà, tout est dans une classe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas toutes les classes qui sont exécutables. Il y a des classes qui permettent juste de développer des fonctionnalités, mais qui vont être utilisées par la classe qui doit être exécutée. Et la classe qui est exécutée, c'est ce qu'on appelle la classe main. La classe main. Et la classe main doit posséder la méthode main. Donc la méthode main permet de rendre une classe exécutable. Alors comment se définit cette méthode-là? La méthode, je vais supprimer tous les autres classes ici. J'en ai pas trop besoin. Je supprime Shad. Je supprime aussi ce package. Parce qu'on passe déjà aux choses sérieuses. Donc dans ma classe, ici, je vais supprimer, bref, tout ça. Vous avez déjà vu comment ça fonctionne.
Et là, je vais maintenant commencer à créer parce qu'on va passer à la pratique de notre exercice d'ici peu. Alors, la méthode main, c'est simplement une méthode void. Donc, je veux faire public void main. Ok? Je peux faire private, public, tout ce que je veux. Public void main. Hein? Main qui est le nom que j'attribue. Mais la méthode main est de type statique. Donc, public statique void. Donc, vous comprenez déjà quand on parle de mot statique, c'est que la méthode sera disponible depuis la classe. Donc, le mot-clé statique permet simplement de rendre disponible une variable ou une méthode directement depuis la classe. Et la méthode main doit avoir un paramètre, donc string qui est un tableau. Je vais expliquer ça un peu plus tard. String arg. Voilà. C'est tout simplement ça. Si j'enregistre, vous allez remarquer qu'il y a un tout petit play qui s'ajoute dans notre classe. Ça veut simplement dire que cette classe est maintenant exécutable. Mais il y a un point très important à retenir lorsqu'on utilise la méthode main. C'est que dans la méthode main, lorsque je crée une variable, par exemple int var, point virgule, je ne peux pas l'appeler dans la méthode main. Pourquoi? Parce que pour appeler des variables déclarées à l'extérieur de la méthode statique, il faudrait que ces variables puissent aussi être statiques. C'est un élément très important. Donc les éléments, soit vous la déclarez directement dans la méthode, là il n'y a pas de problème. Mais si vous la déclarez à l'extérieur, vous devez la déclarer en mode statique. Ainsi, si je déclare ici statique, vous allez remarquer que ça va marcher sans problème. Bref, je crois parce qu'on a d'autres vidéos, on va avoir le temps d'échanger, de partager là-dessus. Mais voilà ce que c'est la méthode main. Alors, donc c'est OK. Après, on a la classe système. Parce que comme je vous ai dit, donc on va faire maintenant notre développement dans la méthode main parce qu'on va vouloir voir les résultats de notre calcul H. Minute, je vais faire une pause encore. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, nous, on a créé la classe calcul H. Mais comme je l'ai dit, il y a le JDK dans différentes librairies où on a plusieurs, comment je peux le dire, où on a plusieurs classes, en fait des classes que l'on va utiliser parce qu'on va pas recréer la roue, donc on va pas inventer la roue, on aura des classes à utiliser. Alors pendant l'étude de Java, de la formation Java, vous devez étudier des classes. Ah, telle classe fait ceci, telle classe fait cela, parce que au-delà de classes que vous allez créer, vous allez utiliser des classes qui existent déjà. Alors pour nous, on va faire appel à une classe, la classe système. La classe système permet de faire beaucoup de choses, donc on va utiliser une des méthodes qui se trouve dans la classe système. Pour autant, je fais système. Vous allez remarquer que système commence par la lettre majuscule parce qu'on l'a dit que les classes commencent toujours par la lettre majuscule. Système possède en fait une méthode statique parce que je l'avais dit, les méthodes statiques ou les éléments, les objets statiques n'ont pas besoin d'avoir à créer un objet. Ils sont accessibles directement depuis la classe. Ainsi, dans la classe système, on a l'objet out. L'objet out que l'on va faire appel. Et à l'intérieur de l'objet out, on va utiliser la méthode println pour pouvoir afficher de messages ou d'informations en ligne de commande. Donc, system.outPrintln. Et nous allons mettre entre guillemets l'information que nous voulons afficher. Dans le cas ici, je vais dire bonjour le monde. Notre famille est le world. OK? Donc, si j'exécute mon programme en cliquant sur le play ici
de NetBeans. Donc, je clique là. Comme c'est pour la première fois, il me demande de pouvoir mettre ça comme le main class, la classe par laquelle le projet va s'exécuter. Donc, j'ai dit OK. Et une fois exécuté, vous allez voir en ligne de commande, il a affiché bonjour le monde. Donc, systemout.println vous permet d'afficher des messages en ligne de commande. OK? Voilà. C'est ça la classe système. Après, on a la classe scanner. Parce que là, vous avez jusque-là eu seulement la possibilité de pouvoir créer, d'afficher le message, mais vous avez aussi la possibilité de conserver ou de recevoir des informations. En ce moment-là, on va créer la classe, on va créer un objet de la classe scanner. Donc, je vais faire scanner, je peux l'appeler scan, égale new scanner, ok, point système point in, parce que le constructeur de la classe scanner doit avoir un paramètre. On l'importe du package util. En ce moment, je peux conserver des valeurs dans des variables. Et voilà maintenant l'importance de variables. On va créer notre premier projet. J'ai expliqué juste la classe scanner, comment la créer. Donc, j'ai déjà expliqué comment créer un objet. Et dans notre cas ici, l'objet, le constructeur de la classe scanner reçoit une variable inputStream. Alors, comme elle est accessible en statique depuis la classe système, c'est pour cela que j'ai fait system.in pour appeler cette variable qui est utilisée dans le constructeur de la classe scanner. OK? Alors, donc pour la classe scanner, c'est OK. On va passer à la pratique de notre premier projet ou notre exercice et clôturer notre vidéo. L'exercice, c'est calcul âge. OK? Dans calcul âge, pour autant, on va afficher le message à l'écran pour demander à l'utilisateur. Bonjour, bonjour, tout simplement. OK? Je mets system.out.println. Veuillez saisir votre date de votre année de naissance. OK? Toujours point virgule à la fin de l'instruction. En ce moment, je dois conserver deux variables dans lesquelles je vais conserver les années que je vais calculer. OK? Donc, il y a int année naissance, par exemple, int année actuelle, et puis int âge. OK? Donc, j'ai des variables qui vont conserver les valeurs que l'utilisateur va me donner. Ainsi, veuillez saisir votre année de naissance. J'ai dit année naissance, naissance, égale scan.nextInt. Donc, je vais recevoir la valeur que l'utilisateur va saisir et je vais la conserver, qu'il va saisir dans le clavier et je vais la conserver dans la variable année naissance. Après, je prends encore, j'affiche encore un autre message. System.out.println. Veuillez saisir l'année actuelle.
Donc, année actuelle, c'est égal scan.nextInt, point virgule. OK? Comme j'ai maintenant trouvé, récupéré l'année des naissances, l'année actuelle, donc je ferai âge égale année, je crois que c'est année actuelle moins année de naissance, point virgule. Ainsi, je peux afficher system.out println. Vous pouvez concaténer. La concaténation, c'est le fait de pouvoir associer plusieurs chaînes de caractères. Et la concaténation, on va le faire avec l'opérateur plus. Donc, je mets entre guillemets plus, je place la variable âge qui va placer, et puis je dis en. OK? Vous devez toujours mettre plus pour assurer la concaténation. Voilà un peu le petit projet, la petite application des calculs d'âge. OK? Donc, quand j'exécute, il affiche « Bonjour, veuillez saisir votre année de naissance, 1985, Enter. Veuillez saisir l'année actuelle, 2021, Enter. Vous avez 36 ans. » Donc, il va afficher la valeur contenue dans la variable âge et puis concaténer de 1. Voilà à quoi servent les variables. OK? Donc, on peut avoir ce même projet. Je peux créer, donc le premier projet, on l'a fait. C'est très simple. L'objectif de ce premier projet que vous allez refaire, c'est juste de vous permettre de comprendre ce que c'est une variable, de maîtriser la classe système avec tous ces éléments, et puis la classe scanner qui vous permet de récupérer les valeurs saisies au clavier. On va créer un autre projet pour faire notre deuxième projet. Donc, je vais faire clic droit, Java application, next. Le deuxième projet, c'est quoi? C'est calcul total achat. Je vais l'appeler comme ça. Donc, calcul total achat. OK? Use dedicated folder for storing est coché. Create main class est décoché. Donc, je fais finish. Alors, comme je vous ai déjà montré comment créer les create main class manuellement, pour cette fois-ci, je peux la cocher. Comme ça, ça va vous permettre de voir aussi comment est-ce que ça va se passer. Je clique sur finish. Vous allez remarquer, il va créer un projet déjà avec une classe et la méthode main. Vous comprenez? Donc, c'est juste ça. Alors, ici, pour calculer notre total achat, on aura besoin de la quantité fois prix unitaire. Et on va avoir le prix. Donc, on va afficher le message à l'écran. Donc, system.out println. Bienvenue. Bienvenue. Vous avez besoin de la mangue. Combien souhaitez-vous acheter? Nous vendons à 10 $ par exemple. À 10 $.
Bienvenue. Combien souhaitez-vous acheter? Nous vendons à 10 $. Bon, bref, c'est des théories, hein, juste pour agrémenter et tout, et tout, et tout. Alors, en ce moment-là, on aura besoin. Il y a une variable particulièrement que l'on va ajouter, une variable qui permet de pouvoir définir les chaînes de caractères, c'est le string, mais en fait, c'est une classe. OK? C'est une classe, mais qui a une particularité qui peut être déclarée comme une variable primitive sans pour autant utiliser le constructeur et l'opérateur new. Mais ça permet de définir une chaîne de caractères. Donc, on va utiliser le string pour appeler le libellé de l'article. OK? Int le prix, le PU. Int le PT. Non, le QT pour la quantité. Et puis int le PT. OK? Alors, combien souhaitez-vous acheter? Je peux initialiser, parce que je l'avais dit que c'est possible d'initialiser la valeur de initialise à 10, qui représente 10 $. Donc, je peux dire combien souhaitez-vous utiliser. Le scanner, scan égale new scanner. OK. New scanner system.in. Et puis, on fait point virgule à la fin. Donc, maintenant, on a mis le message, on va passer la valeur dans qt égale scan.next int. OK? Point virgule. Après avoir eu ça, donc pt va être égal à pu fois fois qt. OK? Et on va afficher à l'écran le prix total pour l'achat du. Je vais aussi initialiser le libellé. Et de PT. OK? Alors, on va initialiser ça aussi par défaut ici. Donc, sera égal par défaut à bonbon, par exemple. Ou livre. OK? Voilà. Donc, c'est tout simplement l'objectif de ces exercices, c'est de vous permettre de comprendre un peu le concept. Donc, si j'exécute le code, je peux utiliser aussi F6 si je le souhaite avec le clavier F6 pour exécuter. Vous avez bienvenue, combien souhaitez-vous acheter? Nous vendons à 10. Donc, j'ai dit par exemple, je souhaite acheter 5. Donc, le prix total pour l'achat du livre est de 50. OK? Voilà. Donc, je peux ajouter la concaténation avec le dollar et de 50 $. Si que j'exécute, combien souhaitez-vous acheter? 15. Le prix total pour l'achat du livre est de 150 $. Voilà comment faire avec Java. Donc, je crois que je vous ai donné une base qui vous permet de voir un peu plus de choses et en même temps de pouvoir aller plus loin. Donc, avec ces bases, je vous souhaite plein de bonnes choses et n'oubliez pas, si vous avez besoin ou des questions, contactez-moi sur le WhatsApp, le numéro est là et on va voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Certes, on a commencé en retard, mais au moins, on a déjà notre première vidéo et puis vous aurez la deuxième. Donc, je crois que pour le mercredi, je publie 3 vidéos en même temps. Le lundi, 3 vidéos. Je vais essayer un peu de faire comme ça, un peu accéléré, parce qu'on est vraiment en retard. Bonne chance et je vous souhaite une très bonne formation.